Bonjour Daniel Schneiderman. Bonjour. Alors, je voudrais commencer par vous interroger sur ce passage auquel on a pu assister il y a très peu de temps sur BFM Télé, dans lequel Olivier Rafovitz, porte-parole de Tsahal, porte-parole officiel de l'armée israélienne, félicite BFM Télé pour le traitement qu'ils font de la guerre que mène Israël actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça traduit du contexte et du climat? Alors, j'ai vu le passage, et après je suis allé voir l'intégrale de l'émission. C'est mon métier en fait. Donc c'est vrai que le passage de 13 secondes où il dit à Benjamin Duhamel, votre traitement est très équilibré des deux côtés et tout, et accablant pour Duhamel, je veux dire, c'est vrai que ça fait 13 secondes qu'on va mettre sur les réseaux sociaux et qui sont, du coup ça tue BFM. Alors après, quand on regarde l'émission dans son entier, ça doit faire 14 minutes. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans son entier. Non. On voit qu'il y a, effectivement, il y a ce passage où il le félicite, et il y a un autre passage un peu plus loin où il l'engueule pour un reportage de BFM sur les réfugiés gazaouis. Ce qui est à la limite pire que la séquence précédente. Ah ben pour BFM, c'est mieux. Ouais. Pour BFM, c'est mieux, parce que ça, du coup, ça les crédite par rapport à la propagande israélienne. Vous voyez. Bon, donc, alors, comment dire les choses. Ce petit passage de 13 secondes est mensonger sur la totalité de la séquence Duhamel Rafovitz. Donc, alors, je suis pas sûr. Ouais. Il est mensonger sur la totalité de la séquence. Cela dit, pourquoi ça fait tilt? Parce que, fondamentalement, il est vrai. Fondamentalement, si on ouvre encore plus le spectre, il est vrai, c'est-à-dire que le traitement de BFM depuis un an, comme le traitement de la totalité des médias essentiellement audiovisuels français, est outrageusement favorable à Israël. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est un petit mensonge dans une grande vérité. Mais alors, qu'est-ce que ça traduit de la manière dont les médias occidentaux traitent le conflit, au moins jusqu'à maintenant? Ça traduit que pour les médias occidentaux, si vous voulez. Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est que le 7 octobre et ses suites sont traités par les médias occidentaux comme, je veux dire, une histoire de civilisés et de barbares ou une histoire de délinquants et de policiers, quoi. Quand je les écoutais l'an dernier ou il y a 2 ans, la manière dont les médias français traitaient les émeutes, par exemple en banlieue après la mort de Naël, j'avais l'impression d'entendre un peu la même chose. Il y a d'un côté le droit, la police, les bons, ceux qui nous défendent et qui nous ressemblent, c'est les Israéliens. Et il y a d'un autre côté les barbares, les racailles, etc. Alors, je schématise énormément, bien sûr, mais enfin, c'est l'impression que j'ai. Je veux dire, les victimes israéliennes, par exemple les otages israéliens, sont ultra personnalisés, on voit leurs photos, alors on les voit collés sur les murs des villes parce qu'ils sont collés par les militants pro-Israël. Je veux dire, je ne crois pas avoir en tête un visage d'un des 42 000 à ce jour, au minimum, victimes gazaouis. Voilà. Alors j'ai des scènes terribles de loin. De loin, j'ai des colons israéliens qui tirent sur des Palestiniens dans les territoires en Cisjordanie. J'ai évidemment des immeubles, alors là, des dizaines et des dizaines d'immeubles qui s'écroulent sous les bombardements. Mais je veux dire, c'est toujours vu de loin. Rien ne me permet de m'identifier, dans le traitement des médias français, rien ne me permet de m'identifier aux morts palestiniennes. Et alors, si vous savez que moi, j'ai essentiellement travaillé sur la presse occidentale des années 30, et c'était une des choses dont je m'étais rendu compte à la fin de mon enquête pour Berlin 33, c'est que tout au long de la décennie, ou même de toute l'histoire du nazisme, dans la presse occidentale, on n'avait jamais entendu parler un juif persécuté. Jamais. Dans la presse occidentale. Dans la presse occidentale. Entre quoi entre 33 et à partir de 40, c'est autre chose, c'est la guerre. Mais disons entre 33 et 39. Il n'y a pas un témoignage de juifs persécutés. Non. Et pourtant j'ai lu les journaux français, britanniques, américains, New York Times. Jamais on n'avait pu entendre une voix ou mettre un visage.
Et on retrouve le même... Enfin, là j'ai eu l'impression de retrouver le même biais. Alors, on parlait juste à l'instant de la petite séquence dans laquelle le porte-parole de Tsahal félicite BFM Télé. Rima Hassan leur a expliqué qu'ils auront à rendre des comptes. À votre avis, qu'est-ce qu'elle voulait dire et qu'est-ce que les médias occidentaux, après la fin de la guerre en 1945, ont dû faire ou dire pour excuser notamment l'absence de témoignages de juifs persécutés? Alors, je vous rassure tout de suite, les médias occidentaux après 1945 ne se sont excusés de rien. et n'ont rien expliqué et n'ont rendu de compte à personne. Après 1945, la plupart des journalistes que moi j'ai étudiés, des journalistes occidentaux, qui étaient donc en poste à Berlin sous le nazisme et qui n'avaient rien raconté, ils ont publié au contraire des livres pour expliquer à quel point ils avaient été clairvoyants et à quel point ils avaient vu le truc venir et tout ce qu'ils avaient dit, quitte à falsifier totalement les articles qu'ils avaient écrits à l'époque. Donc, quelle que soit la suite des événements que je ne connais pas, je ne pense pas une seconde que la presse occidentale aura des comptes à rendre à qui que ce soit. Dans les chiffres des morts que vous avez cités, donc c'est-à-dire à Gaza au moins 43 000, mais c'est vraiment un chiffre à minima et qui est aujourd'hui corroboré par à peu près toutes les instances internationales et toutes les ONG, il y a à minima une centaine de journalistes qui ont été tués délibérément ou pas par l'armée israélienne, mais ça pose quand même question parce que sachant que les journalistes sont quand même une profession et un corps assez soudé, là, en l'occurrence, on en a très très peu parlé. Les journalistes eux-mêmes en ont très peu parlé. D'ailleurs, c'est à relier à ce qu'on se disait avant. Ouais. Pourquoi on voit si peu, on entend si peu les victimes palestiniennes des bombardements? Parce qu'il n'y a pas de journalistes pour les interroger. Il y a de moins en moins de journalistes pour les interroger. Parce que les Israéliens ont tout fait pour qu'il y ait le moins possible d'images et de récits et de sons qui sortent de Gaza. Mais qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de l'organisation des médias occidentaux aujourd'hui, à votre avis? Ça veut dire un truc très simple, c'est que les médias occidentaux ne peuvent pas entrer à Gaza. Ouais. Voilà, ça c'est parce que les Israéliens l'ont interdit. Mais est-ce que ça suffit, donc l'impossibilité de rentrer ou d'aller sur le terrain, est-ce que ça suffit pour expliquer l'absence de couverture? C'est important quand même. Mm-hmm. Non mais je veux dire, mais je veux bien qu'on accuse les médias de tout ce qu'on voudra et il y a sûrement plein de trucs dont on peut les accuser. Mais quand ils peuvent pas entrer quelque part, on peut pas leur reprocher de pas en parler. Après, il y a aussi le fait que je vous disais que a priori la sympathie, l'empathie des médias occidentaux va plutôt vers les Israéliens. Alors il faudrait nuancer. Je parle de sympathie et d'empathie. Je veux dire plutôt la chefferie et les éditorialistes parisiens, le sommet. Sur le terrain, c'est très... La chefferie au sens les rédacteurs en chef, en fait. Voilà. La chefferie. Sur le terrain, c'est très très différent. Sur le terrain, moi j'ai souvent observé ça, le décalage entre la mentalité des reporters de terrain qui, eux, voient et ne peuvent pas ne pas voir. Voilà. Et la manière dont ensuite, quand les images ou les reportages arrivent à Paris ou à Londres ou à New York, de la manière dont ensuite c'est filtré. Il y a aussi un sujet sur la manière dont la propagande des deux côtés s'organise et se diffuse. En l'occurrence, sur la question de la propagande, est-ce que, à votre avis, ça a démarré côté israélien avec la manière dont Israël a raconté l'attaque du 7 octobre, présentant les choses sous le jour de massacres absolument horribles, ce qui était le cas, mais avec des détails sordides et qui, a priori, n'ont pas réellement existé. Je pense notamment aux bébés dans les fours, aux femmes enceintes éventrées, etc. Là, il y a quand même beaucoup de journalistes qui se sont penchés sur la question et qui démentent la réalité de ces faits. Surtout les 40 bébés décapités. Hein. Voilà. Qui est vraiment le truc des tout premiers jours, donc qui est partagé par toutes les ambassades d'Israël du monde, par le gouvernement israélien, par qui vous voulez. Et qui sont encore repris par des médias aujourd'hui. Et qui sont malheureusement toujours repris par des médias aujourd'hui. Alors tout ça est... Oui, donc toute cette propagande israélienne, on va dire, colore l'événement dans les premières heures et premiers jours, même s'il faut quand même le répéter, le 7 octobre, c'est une horreur. Bien sûr. Non mais bien sûr, c'est une horreur. Voilà, je pense qu'il faut en être intimement persuadé et qu'à chaque fois qu'on écrit
sur toutes les horreurs de l'année écoulée et qu'on tente de restituer toutes les horreurs de l'année écoulée, se souvenir que le 7 octobre, c'est une horreur objective et que c'est un traumatisme pour toute la société. Pour toute la société israélienne. Après, si vous voulez, dans ce qui explique les biais du premier jour, il y a des éléments aussi très précis et conjoncturels. Par exemple, c'est les relations entre BFM, qui est une des principales chaînes d'infos françaises, et I24 News, qui est une chaîne franco-israélienne qui appartient au même groupe et qui partage certains moyens avec BFM. Et dans les tout premiers jours, on a vu des journalistes de I24 News, donc qui sont des Israéliens, donc par définition plus proches des sources de l'armée israélienne. On les a vus, notamment ce fake des 40 bébés décapités, il est passé par des journalistes de I24 News, voilà, ça a aidé. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'ailleurs un petit peu du groupe BFM et de la manière dont c'est structuré et la façon dont le capital se partage? Oh bah ça vient de changer. Hein. Le BFM appartenait à Patrick Drahi, donc qui est un homme d'affaires franco-helvético-israélien, donc qui était aussi propriétaire de I24 News, et ça vient d'être vendu, comme vous le savez, depuis le printemps dernier à la CFA-CGM. CMA-CGM de Rodolphe Stadé, voilà. Alors, est-ce que ça va fondamentalement... Je ne suis pas persuadé que ça... Alors, mis à part, effectivement, l'histoire I24 News et la porosité, on va dire, entre BFM et I24 News, je ne suis pas persuadé que ça influe vraiment sur le... Enfin, voilà, j'ai pas vu fondamentalement changer BFM depuis la vente. Alors, en fait, ce que vous dites, c'est que cette porosité entre I24 News et BFM Télé, elle est moins due à un axe politique, ou en tout cas une volonté politique, qu'à une sorte de facilité de production et d'organisation des moyens de production au sein du groupe. Mais non, il y a les deux. Je veux dire, quand effectivement vous avez une chaîne française qui appartient au même groupe qu'une chaîne franco-israélienne, bien sûr que ça joue. Bien sûr, ça joue. Donc c'est pas juste une question matérielle, ça colore. Et est-ce que ça pose pas une autre question sur la manière dont le paysage audiovisuel français est structuré aujourd'hui entre CNews, dont on connaît l'idéologie, BFM, dont on découvre pour certains l'orientation au fil du conflit au Moyen-Orient, et l'absence de chaînes de gauche, ou en tout cas aux idéologies différentes dans le paysage? Alors vous avez oublié LCI. Et j'ai oublié LCI. Mais ça ne change pas fondamentalement. C'était F1, ouais, bon. Ça ne change pas fondamentalement votre démonstration. Bah, c'est juste un pur scandale. C'est un pur scandale. Je veux dire, l'information télévisée continue en France aujourd'hui, avec ces 3 chaînes. Alors, bon, il y a aussi une chaîne du service public, hein, France Info, France TV Info, bon, mais dont l'influence, malheureusement, est négligeable, alors que le travail est quand même... on va dire, plus équilibré que les chaînes privées. C'est un pur... Enfin, je veux dire, j'arrive encore pas à comprendre comment c'est possible que, en effet, une bonne moitié de la population française se sente pas représentée, ne soit pas représentée par les chaînes d'information continue. Il manque une grande chaîne, au moins une grande chaîne d'information continue, qui soit aussi franchement de gauche que les 3 existantes sont de droite ou d'extrême droite. Et là, est-ce que vous qui connaissez les années 30 très bien, il n'y a pas un parallèle à faire sur la manière dont le paysage audiovisuel était structuré à l'époque, et est-ce que ça traduit en fait de la volonté politique au sommet, et je veux dire à l'Élysée? C'est-à-dire que si Emmanuel Macron avait décidé qu'il en avait marre et qu'il était temps de réguler ou changer ou réorienter les différentes chaînes qui ont le droit d'émettre, il pourrait le faire. Alors déjà, il n'y avait pas tellement de paysage audiovisuel à l'époque, on pourrait parler plutôt de paysage médiatique, c'était essentiellement des journaux. Le gros point commun évident, c'est que hier comme aujourd'hui, tous les grands médias d'influence appartiennent à des milliardaires. Voilà. Et que par définition, alors aujourd'hui, on a les noms en tête, j'en ai prononcé quelques-uns, Bolloré, Drahi, Arnaud, etc. C'est la même chose en France et aux États-Unis d'ailleurs, et en Grande-Bretagne dans les années 30. Et alors, par définition, le milliardaire n'est pas de gauche, le milliardaire n'est pas bolchevique, ni aujourd'hui, ni à l'époque.
Le milliardaire est plutôt pour la perpétuation de l'ordre économique établi, qui en général lui va très bien. Et donc, à l'époque, je veux dire, comment ça se traduit à l'époque, dans les années 30, ça se traduit par le fait que pour le grand capital, pour parler comme le PCF, le grand capital occidental est surtout flippé par le communisme, puisque la révolution russe vient d'avoir lieu, hein, 30 est toute jeune. Et donc, ce qui les préoccupe beaucoup, c'est que le bolchevisme ne gagne pas. Et si Hitler et Mussolini peuvent, on va dire, dresser une barrière en Europe pour éviter la propagation du communisme, finalement, ça leur va très bien, ce qui va expliquer leur indulgence incroyable envers les nazis et les fascistes. Et donc, l'émergence du social-nationalisme à l'allemande, mais dans toutes les démocraties européennes à l'époque. Pas dans toutes, mais dans une partie des pays européens, oui. Et à votre avis, est-ce que c'est ce qu'on est en train de vivre dans une certaine mesure actuellement? Alors, précisez votre question. Vous pensez est-ce qu'on se dirige doucement vers une augmentation, une montée du fascisme politique porté par la grande bourgeoisie ou l'élite économique dont vous parliez, notamment ces milliardaires qui dirigent aujourd'hui la plupart des médias? Ça, c'est le constat qu'on vient de faire. Il me semble qu'il suffit de voir les résultats des élections récentes et il me semble qu'il suffit de voir l'agenda de ces grands médias. Je veux dire, clairement, c'est la sécurité, c'est l'immigration, c'est les thèmes des mouvements d'extrême droite partout en Europe qui donnent le diapason des grands médias. C'est absolument terrifiant. Ça rejoint ce qu'on se disait sur les chaînes d'infos. Je veux dire, vous ouvrez une des 3 principales chaînes d'infos aujourd'hui, qui sont quand même des... Bon, même si ce n'est pas la majorité des Français qui les regardent, c'est quand même le lieu de l'influence aujourd'hui, les chaînes d'infos. Je veux dire, il y a 9 chances sur 10 pour que vous entendiez parler d'insécurité, d'immigration, de voitures qui brûlent devant un commissariat, d'une lycéenne voilée qui a giflé sa prof qui lui demandait d'enlever son voile, enfin, voilà. Donc oui, il y a une espèce de... Alors après, c'est toujours la même chose. L'œuf, la poule. Vous voyez Est-ce qu'ils en parlent parce que les Français veulent qu'on en parle ou est-ce que les Français veulent qu'on en parle parce qu'ils en parlent, voilà. Il y a une concomitance, on observe une concomitance entre les résultats des élections et les thèmes des... Voilà. Mais vu la course aux audiences qui est exacerbée actuellement, notamment via les réseaux sociaux, il y a effectivement une concomitance, mais aussi une sorte de course à l'échalote. C'est-à-dire que ça ne s'arrêtera qu'à partir du moment où le système explose. Mais le niveau d'information, le niveau de violence relayée, le niveau d'antagonisation, le niveau de polarisation du débat est en train de s'accentuer de semaine en semaine, de mois en mois. Oui, c'est vrai. Alors on peut toujours se rassurer en se raccrochant aux contre-exemples célèbres. Par exemple, le référendum de 2005. Vous vous souvenez, sur le traité constitutionnel européen, où effectivement tous les grands médias, dans une unanimité absolument incroyable, étaient en faveur du oui, et puis le non a gagné par 55%. Donc voilà, il y a des contre-exemples de résistance d'une population, d'un corps électoral, au martelage de la propagande médiatique. Voilà, je ne sais pas comment le dire, j'aime pas parler comme ça, mais je pense qu'il faut nommer les choses. Mais je pense que malheureusement, c'est des contre-exemples. Bien sûr qu'il y a une influence. Je veux dire, les bistrots, les restaurants. Maintenant, je ne sais pas si vous avez regardé, au début, en général, ils étaient plutôt sur les chaînes sportives ou sur BFM. Maintenant, vous avez de plus en plus de restaurants ou de bars qui sont ouvertement sur CNews, qui n'ont pas honte. Et là, on a vraiment un exemple dans lequel une partie de la population qui ne l'a pas demandé est exposée à CNews. Voilà. Bon, une fois que je séjournais dans un hôtel et je vois CNews à la réception, j'ai vu un tweet juste en mettant en taguant la direction de Accor en leur disant ça ne vous pose pas de problème de mettre CNews à la réception de l'hôtel de tel endroit. Je me suis fait pourrir sur les réseaux sociaux pendant une journée entière. Et est-ce qu'Accor vous a répondu? Et Accor m'a jamais répondu. Bon, on peut imaginer que c'était le choix du directeur de l'hôtel en question. Imaginons. Ouais. Cette différence, ou en tout cas cette orientation idéologique des médias, elle est d'autant plus visible
que le conflit à Gaza, ou en tout cas la guerre que mène Israël à Gaza et au Liban actuellement, suit de quelques mois, peut-être d'un an ou deux, l'invasion russe en Ukraine. C'est-à-dire qu'on a eu coup sur coup deux conflits majeurs déclenchés avec deux systèmes de contexte géopolitique très différents et deux traitements très différents. En l'occurrence, en ce qui concerne l'Ukraine, les médias ont essayé de détailler les plans de chacun des deux camps, la manière dont les Russes structurent leur doctrine, leur but de guerre, leur absence de but de guerre, etc. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé pour Israël, ce qui rend la chose d'autant plus frappante. Alors, ce n'est pas la seule différence, hein, il y en a d'autres. Hein. Il y a que, clairement, si vous voulez, sur l'Ukraine, les médias français sont du côté des Ukrainiens. Enfin, je veux dire, et le biais pro-ukrainien des médias français crève absolument les yeux. Voilà. Alors après, on peut tout à fait dire, c'est ce que je pense, que l'Ukraine est l'agressée. Donc c'est normal qu'on prenne le parti de l'agressé et qu'effectivement, voir la Russie violer les frontières d'un pays souverain européen, c'est quand même assez gros. Donc, un bombardement à Kiev, des morts civiles à Kiev, auront toujours plus de place qu'un bombardement dans un camp de réfugiés à Gaza. Voilà. Donc, on a deux situations très différentes et on a deux médiatisations finalement pas très différentes dans la mesure où, sans le dire et sans l'avouer, puisque tout ça n'est jamais avoué, tout ça n'est jamais dit, tout ça est à observer, à deviner, à travers les temps d'antenne accordés à tel bombardement, à tel autre, à travers les photos des leaders qui illustrent les articles, ils sont souriants ou ils ont l'air menaçants, à travers toute une série de petits signaux, enfin, dont moi j'ai fait un peu ma spécialité, si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de montrer les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est d'essayer de montrer l'invisible, de montrer ce qui ne se voit pas. Un éditorial ouvertement pro-ukrainien, ok, ça se démasque tout seul et ça se voit tout seul. On n'a pas besoin de. À l'inverse, pro-russe également. Pro-russe, ça se voit aussi. Mais en revanche, un silence. Ma dernière chronique de Libé, je l'ai faite sur rien du tout, une synthèse de l'actualité du matin, de ce qui s'était passé la nuit au moment de l'invasion, on peut parler d'invasion au moment de l'invasion israélienne du Liban, où effectivement les représailles du Hezbollah et les morts, enfin les dégâts causés en Israël avaient eu droit, je crois, à 40 secondes, et les bombardements israéliens sur le Liban avaient eu droit à 6 secondes. Voilà, donc c'est des trucs comme ça. Et alors, vous parliez des buts de guerre, c'est ça? Voilà. Ouais. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure d'un sentiment de proximité, d'empathie, qui va plutôt du côté des Israéliens et moins du côté des Gazaouis, avec une sorte d'invisibilisation ou de déshumanisation des morts à Gaza. Donc ça, on comprend, d'accord? Enfin, on comprend. Ça l'explique, mais ça l'excuse pas, mais ça l'explique. Pour autant, il y a quand même une mauvaise foi frappante dans la manière dont les médias traitent de l'organisation de la guerre par Israël. Et là, on est moins du côté de l'empathie, on est plutôt du côté du déni, ou au mieux du déni, au pire de l'occultation et de la mauvaise foi. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, d'une part, il y a effectivement les Israéliens sont. Vous savez, moi, j'ai toujours vu les presses nationales plus ou moins épouser le point de vue des diplomaties des pays concernés. Je veux dire, dans les années 30, la presse française épouse la diplomatie française, la presse britannique épouse la diplomatie anglaise. Quand la diplomatie anglaise est sur l'appeasement avec Hitler, tandis que, comme par hasard, la presse anglaise embouche les trompettes de l'appeasement et il n'est pas si méchant que ça, et attention, essayons d'éviter la guerre. Donc il y a une espèce de calage naturel de la presse d'un pays sur la diplomatie de ce pays. Alors, toujours des contre-exemples, bien sûr, des presses qui se dressent contre tel ou tel aspect de la politique, mais enfin, c'est ça. Donc, la presse française, là, épouse la diplomatie française qui est outrageusement pro-israélienne.
je veux dire, le soutien inconditionnel de Yael Braun-Pivet, la présidente du Parlement. Voilà, donc ça c'est le premier facteur. Donc alors ça se sent dans le vocabulaire. Par exemple, vous avez vu l'enjeu incroyable autour du terme génocide. Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser? Est-ce qu'on n'a pas le droit de l'utiliser? À partir de quel moment? Est-ce qu'on a le droit de dire risque de génocide? Je veux dire, à un moment, si vous voulez, on voit on voit les indices s'accumuler. On voit non seulement les bombes tomber, mais aussi les tentatives d'affamer une population. On voit les bombes tomber sur les écoles, sur les hôpitaux, sur les bibliothèques. On se dit, mais pourquoi les écoles, pourquoi les hôpitaux, pourquoi les bibliothèques? On voit un certain nombre de tendances politiques israéliennes préparer déjà la recolonisation de Gaza pour la fin de la guerre et quasiment vendre des marinas pieds dans l'eau sur pied aux Israéliens pour aller s'installer là-bas après la guerre. Donc il y a un moment où on est obligé de se dire bon bah d'accord, alors génocide ça va pas parce que c'est pas voilà, on n'est pas sûr qu'il y ait une intention. Bon, mais comment dire? Après il y a une responsabilité journalistique. Je veux dire, est-ce que moi, journaliste, dans les mots que j'utilise, je suis obligé de suivre la CIJ ou la CPI, de prendre les mêmes précautions qu'eux. Voilà. Je pense que voilà, il y a une responsabilité journalistique propre dans les mots qu'on va utiliser. Alors, en l'occurrence, personnellement, pendant plusieurs mois, jusqu'au printemps ou je ne sais pas combien, j'ai refusé de parler de génocide parce que je trouvais que c'était... Voilà. Et puis à un moment, si vous voulez, au moment des famines, au moment où commençaient à se développer des maladies liées aux famines et tout, je dis... Les vaccins qui bloquaient et qui ne pouvaient pas rentrer. Des vaccins qui étaient délibérément bloqués, si vous voulez, voilà, j'ai parlé je ne sais plus quoi... Pas à chaque fois, parce que voilà, je ne suis pas non plus un juriste. J'essaye de coller les mots que je sens. Bon, bref. Mais en l'occurrence, donc, ce que vous voyez, ce que vous nous dites là, c'est qu'il y a une volonté manifeste, pas forcément d'éradication au sens de tuer l'ensemble des Gazaouis, mais en tout cas de les sortir de la bande de Gaza. Ben, ce que je vois surtout, c'est qu'ils n'ont pas, enfin les Israéliens n'expriment pas de but de guerre. Ouais. En finir avec le Hamas, ça veut juste rien dire. C'est une formule qui ne veut rien dire. Et le drame absolu de cette guerre, c'est que je pense qu'ils n'ont pas de but de guerre. Je ne suis pas dans la tête de Netanyahou, mais je pense que Netanyahou ni aucun gouvernant israélien ne se figure le moment où effectivement, on pourra dire « Ok, c'est bon, on est peinard pour 30 ans, en gros, et on peut arrêter. » Alors, il y a toutes les raisons qui sont extrapolées et qui sont sans doute vraies. Le fait que, dans son intérêt personnel, il n'a pas intérêt à arrêter la guerre, puisque le jour où la guerre s'arrête, il peut être poursuivi pour toute une série de raisons en Israël. Voilà, tout ça est vrai, mais il n'y a pas de but de guerre. Et d'ailleurs, je vais vous dire, c'est très inquiétant pour Israël lui-même. Mais est-ce que là, on ne s'arrête pas au milieu du chemin? C'est-à-dire qu'en fait, il y a forcément un but de guerre, parce qu'il y a un état-major qui réfléchit, des organes politiques qui pensent, il y a une doctrine, il y a des années de réflexion, de préparation, de scénarios différents, etc. Et là, en l'occurrence, ce qu'on a sous les yeux, c'est la destruction objectivée, calculée, réfléchie de 70% des infrastructures présentes sur la bande de Gaza. Donc, en l'occurrence, un territoire qui devient invivable et qui est rendu invivable par une armée qui a l'ensemble du contrôle sur le territoire. Donc, peut-être qu'on peut distinguer, supputer un but de guerre. Alors déjà, vous avez dit il y a un état-major et il y a des forces politiques. En partant du principe que ces deux entités pensent de la même manière. C'est pas forcément sûr. Non. C'est pas forcément sûr. Hein. Le politique a ses intérêts propres, sa stratégie propre. Et même l'état-major, est-ce qu'un état-major est toujours... regardez la Seconde Guerre mondiale, hein, est-ce qu'un état-major est toujours unanime sur la tactique, la stratégie, voilà. Bon, je vais vous dire, je ne suis pas caché sous le bureau de Benjamin Netanyahou, donc je ne connais pas le but de guerre des Israéliens, pas plus qu'aucun de mes confrères, puisque
de mes consoeurs, puisque voilà. Donc, il y a sans doute, comment dire, il y a un effet objectif de la guerre. Et l'effet objectif de la guerre, c'est que Gaza va être sans doute définitivement, ou pour une très très longue durée, rendue inhabitable, et inhabitable notamment par sa population d'origine palestinienne, et qu'il est très très probable que qu'une grande partie de Gaza va devenir des colonies israéliennes, comme en Cisjordanie. Je ne suis pas persuadé, si vous voulez, que c'était le but de départ. Je pense que je veux dire, enfin, on peut quand même imaginer ça. Le 7 octobre est un choc incroyable, un traumatisme absolu pour la société israélienne, pour le gouvernement, pour tout le monde. En même temps, j'imagine que les gouvernants Netanyahou, ils voient tout de suite l'opportunité fantastique qu'ils vont pouvoir exploiter. Et donc, ils se lancent dans, effectivement, ces opérations de représailles absolument épouvantables. Ou cette destruction méticuleuse, méthodique des infrastructures. Elle ne commence pas tout de suite. Elle ne commence pas tout de suite. Enfin, il faudrait regarder précisément, si vous voulez, mais il ne commence pas par les écoles et les bibliothèques. Donc, on peut imaginer, mais j'en sais rien, on peut imaginer que l'appétit leur soit venu en mangeant et qu'au début d'une espèce juste de volonté de représailles contre le Hamas, mais encore une fois, ça ne veut rien dire, parce que le Hamas, c'est quasiment tout Gaza. Enfin, je veux dire, je lisais encore aux gens, là, pour le 7 octobre, il y a eu un grand reportage, une grande rétrospective dans Le Monde, super intéressante, où effectivement, les Gazaouis disaient la première réaction de quasiment tous les Gazaouis le 7 octobre, en voyant qu'ils maîtrisent le terrain en Israël et qu'ils occupent Sderot, c'est waouh! Donc il y a une réaction de fierté, de libération, voilà, donc ce qu'on peut parfaitement comprendre d'ailleurs, aux premières heures. Voilà, donc oui, enfin, en tout cas, alors aujourd'hui, en octobre 2024, un an après, je pense qu'effectivement, les Israéliens s'imaginent, j'en sais rien moi, qui vont arriver à remodeler entièrement le paysage, l'influence iranienne. Je veux dire, je pense que leur victoire sur le Hezbollah est un tournant majeur de la guerre, un tournant majeur à court terme. Je veux dire, l'opération des beepers, là, technologiquement, c'est une opération incroyable en termes de renseignement et de logistique. Nasrallah, à 20 mètres sous terre, pourquoi pas le guide suprême iranien demain, peut-être à l'heure où on parle d'ailleurs. Donc, ils sont plus du tout. Je pense pour dire les choses trivialement, il est tout à fait possible qu'il s'est pris la confiance. Et que là, il soit dans il y a un fantasme de réarchitecture globale du Moyen-Orient de leur part. Oui. Ouais. Ben oui. Moi, j'essaye d'interpréter ce que je vois. Vous savez, j'ai pas d'infos. D'ailleurs, pas grand monde n'en a. Hein, sauf alors vraiment les journalistes israéliens super bien introduits. Je veux dire, les gens de Haaretz. Enfin, voilà. Eux j'imagine qu'ils ont des éléments au jour le jour. Moi, j'en ai pas. Donc on est réduit à observer ce qu'on voit et essayer de relier les signes qu'on observe. Je veux dire, ils disent qu'ils ne veulent pas envahir le Liban. En même temps, voilà, ils y sont maintenant depuis 15 jours. Ils bombardent tous les jours, y compris des zones qui ne sont pas forcément des zones du Hezbollah ou des zones uniquement chiites. On doit... Enfin, le boulot de journaliste, loin du terrain, c'est d'essayer de comprendre. J'entendais une chronique de mon bien-aimé patron, parce que je travaille aussi à Libération, Dov Alphonse sur France Inter, il y a 3-4 jours, là. Dov Alphonse, donc, qui est franco-israélien, hein, qui a bossé à Haaretz, etc. Et il disait, un an après, je ne suis encore pas sûr de comprendre ce que je vois. Et voilà, je pense que ouais, faut arriver à dire que là, on n'est encore pas sûr de comprendre ce qu'on voit, mais peut-être parce que ce qu'on voit n'est pas figé, parce que. Mais quand même, ça veut dire que
ils auraient navigué à vue, et à force de naviguer à vue, la seule solution, la seule porte de sortie pour eux, c'est de remodeler l'ensemble du Moyen-Orient, et donc là, une sorte de fuite en avant dans le fantasme de toute puissance, quoi. C'est un scénario. Je vous sens sceptique sur ce scénario. En fait, c'est-à-dire que, alors pour revenir à Gaza, en l'occurrence, bon, on parlait de l'état-major israélien, il est quand même très lié aux États-Unis, financé par les États-Unis, préparé par les États-Unis qui ont quand même fait les frais de leur fantasme de toute puissance en Irak, en Afghanistan, en croyant que, à force d'éduquer, de piloter l'implantation d'élites à leur solde dans au moins ces deux pays-là, ils arriveraient à retourner l'opinion publique et contraindre ces poches de résistance ou ces proto-mouvements politiques à rendre les armes définitivement, ce qui n'a été le cas dans aucun de ces deux scénarios-là. Donc on peut imaginer que les Israéliens savent très bien que la seule solution pour éradiquer le Hamas comme ils le souhaitent et comme ils le disent, c'est l'éradication totale du peuple palestinien sur la bande de Gaza. Et pas le fantasme d'une présence permanente, de rééducation permanente, de pilotage des élites sur place, etc. Oui, oui, mais vous faites bien de parler de fantasme. Oui, on peut imaginer que leur fantasme, ce soit ça. Alors, heureusement, à nous qui sommes à l'extérieur et qui avons les moyens de prendre un peu de recul, je veux dire en France, qui n'est pas un pays directement belligérant, heureusement, il nous reste la possibilité de nous raccrocher à quelques vérités élémentaires. C'est qu'aucune domination n'a jamais été éternellement assurée par la force brute. Enfin, je veux dire, jamais. Tout empire s'écroule un jour ou l'autre, toute domination coloniale s'écroule un jour ou l'autre. Il y a effectivement en France, aux États-Unis, quelques chercheurs, intellectuels, historiens qui rappellent ça inlassablement, qui ne sont jamais invités ni à BFM, ni à CNews, ni à LCI, qu'on peut aller rechercher dans des tribunes du Monde ou de Libération, ou en lisant leurs livres. Et ce qui me paraît une vérité à laquelle on peut toujours adhérer aujourd'hui, même si, même en dépit des succès tactiques écrasants que remporte Israël. Je crois qu'il y avait un très beau papier de l'ancien ambassadeur israélien en France, dont le nom m'échappe à l'instant, mais à vous aussi apparemment, qui disait de victoire tactique en victoire tactique, Israël s'achemine vers la défaite définitive. Je veux dire, je pense qu'on peut, là, pour moi... Ils sont en train de perdre la guerre, disons. Oui, ils sont en train de perdre la guerre. Voilà, je pense que c'est un bon résumé de la situation. Je veux dire, cette guerre est absolument horrible, évidemment, pour les Palestiniens. On est à la limite de la guerre d'extermination. Elle est très inquiétante pour les Israéliens eux-mêmes. Enfin, je veux dire, il faut être aveugle pour ne pas le voir. Alors, pour terminer, peut-être ma dernière question, en tant que spécialiste des années 30, la question dans les années 30, ça a été, enfin en tout cas plutôt la phase 40-45, ça a été le choix américain de rentrer en guerre ou de ne pas rentrer en guerre. Là, en l'occurrence, les Américains continuent de soutenir Israël. Est-ce qu'on sent un infléchissement, un changement, une pression ou a priori, après les élections américaines, les choses vont rester comme elles sont aujourd'hui ? Alors, vous me posez deux questions auxquelles je ne peux répondre ni à l'une ni à l'autre. Est-ce qu'on sent un infléchissement ? Vous lisez les journaux comme moi, je veux dire, non, enfin, je sais pas ce que vous en pensez à la lecture des journaux. Moi, je sens aucun infléchissement. Je sens des énervements américains qui sont en général plutôt rapportés off que prononcés devant les micros. Mais je sens aucun infléchissement. Ils continuent de livrer des armes, ils livrent. Vous savez, un infléchissement... Il faut arrêter de lire les déclarations diplomatiques. Il y a une vérité, c'est les livraisons. Est-ce qu'elles continuent ? Est-ce qu'elles diminuent ? Est-ce qu'elles s'arrêtent ? Mais pour l'instant, de ce que je sais, elles continuent. Maintenant, alors vous me posez une deuxième question à laquelle je suis encore plus en mal de répondre, c'est qu'est-ce qui se passe après l'élection ? J'en ai absolument aucune idée. Aucune. Si quelqu'un en a, je suis preneur. Je veux dire, si c'est Harris, je pense qu'elle continue à s'énerver comme Biden. Et alors, si c'est Trump, c'est beaucoup plus imprévisible, à mon avis. C'est parce que, je veux dire, contrairement
enfin, je veux dire, parce que Trump est imprévisible. Donc, contrairement à la certitude aujourd'hui que Trump va être encore plus affirmé dans son soutien à Israël que Biden, je dis qu'on n'est pas forcément à l'abri d'une surprise. Enfin, je veux dire, il peut avoir envie de conclure un deal. Ouais, c'est-à-dire que les Américains sont quand même les champions de la réelle politique et ils soutiennent à partir du moment où ils ont un intérêt. Est-ce qu'on pourrait avoir une lecture qui tendrait à imaginer que Israël devienne un proxy des États-Unis au sens où le Hezbollah est un proxy iranien au Liban? Mais parce qu'il ne l'est pas déjà. Une question. Je vous la renvoie. Il ne l'est pas déjà. Israël n'est pas déjà un proxy des États-Unis. Bah, c'est quoi d'autre Israël? Alors un proxy, non mais un proxy un peu révolté, ou en tout cas un proxy qu'on a du mal à tenir parfaitement en place comme on aimerait qu'il le soit. Là où le Hezbollah était peut-être plus discipliné vis-à-vis de l'Iran. Oui, donc voilà, donc un proxy rebelle aujourd'hui, est-ce que le proxy rebelle va... Écoutez, franchement, non mais là vous me faites sortir de mon champ de compétences. Moi, je vous rappelle que tout ce que je fais, c'est de lire les journaux, de décrypter les récits médiatiques, d'essayer de les mettre en regard les uns avec les autres, de déceler leurs contradictions, leurs failles, leurs manipulations. Pour l'instant, enfin, je veux dire, depuis 1948, oui, Israël est le proxy de l'Occident, j'ai envie de dire, et des démocraties occidentales, entre guillemets, au Proche-Orient. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le pays est soutenu par l'Occident comme il l'est depuis 1948. Oui. Merci Daniel Schneiderman. Merci à vous.